Voilà la première, voilà, c'est donc une évolution des uniformes en Corse. Alors en Corse, il y a deux types, on va trouver deux types de soldats. On va trouver des soldats de ligne qui vont former donc les régiments qui vont se battre à l'armée, et puis une force supplétive de la maréchaussée et plus tard de la gendarmerie. Donc ce sont deux composantes de l'infanterie corse qu'on va trouver, donc, qui sont représentées, ma pile va lâcher. Donc en premier plan, on a donc un fusilier, je savais que tu l'aurais pas, c'est celui-là, un fusilier du Royal Corse, donc quand le régiment est créé en 1738, donc à l'époque où de la première intervention française en Corse. Et là, le roi, pour bien marquer effectivement son appartement à la Corse, récupère les soldats corse et il en fait régiment royal. À côté, c'est ce qu'on appelait les ancêtres des chasseurs corses, régiment et régiment provincial, c'est-à-dire les régiments, ces deux uniformes, à des périodes différentes, vont constituer les forces supplétives de la gendarmerie. C'est le régiment provincial corse, il sera supprimé en 1791, parce que la Révolution jugera qu'effectivement, ils se sont montrés un petit peu trop sévères avec les populations, donc ils seront supprimés en 1791. Là, les fameux chasseurs corses de Prosper Mérimée, dans Colomba. Et puis les voltigeurs corses, qui vont comment ça s'appelle, on en verra plus tard, qui vont prendre l'uniforme qui va s'apparenter à celui de la gendarmerie de l'époque. Je m'assieds, excusez-moi. C'est comme chez toi, voilà. Donc ici, voilà, deux uniformes. J'ai trouvé ces deux uniformes sur le site de ce qu'on appelle le manuscrit de Valenciennes. Donc on a un fusil du chasseur corse et un soldat du régiment provincial de Corse. Donc on va retrouver toujours cette couleur bleue qui est la couleur des régiments royaux, et puis distinguer de jaune, et qu'on va retrouver plus tard avec un bleu beaucoup plus clair qui va distinguer les régiments italiens. Alors, considération historique, voilà pourquoi j'ai marqué ça. Sampiero et Bonaparte. Alors à gauche, on a Sampiero Corso, c'est le premier, on va dire le premier Corse qui s'est mis au service des rois de France. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Sampiero, qui avait été au service des papes, a prêté son épée et est venu avec ses soldats pour combattre aux côtés des Français, de François Ier et d'Henri III. Et à côté, j'ai trouvé ce portrait de Bonaparte qui figure à la BNF. Et on voit effectivement ce qu'on appelle le bonnet à la Corse, qui présente à peu près les mêmes aspects qu'un groupe de chevaliers, au moins un Dandar du XVIIe siècle. Voilà. Donc c'était un petit peu le pendant entre Bonaparte et Sampiero, sachant que Bonaparte était un féru de l'histoire de son île, puisqu'il avait eu la prétention dans sa jeunesse de vouloir écrire une histoire de la Corse, et on lui avait répondu sèchement qu'il était un petit peu jeune pour s'occuper un petit peu des histoires de Laurent. Ah, ce James Boswell, il est intéressant parce qu'il est représenté dans un costume de chef corse. Alors, ce Boswell, il est venu à la demande de Georges III en Corse, et il a pris attache avec Paoli. Alors on ne sait pas quelles étaient les raisons essentielles, ou du moins de ce voyage en Corse. On a longtemps pensé que Boswell avait été envoyé par le roi d'Angleterre pour espionner et se rapprocher de des indépendantistes, ou du moins de Paoli, pour se rapprocher d'eux, pour pouvoir leur prêter une main forte pour se soulever contre les Corses. Alors je vais vous lire un petit passage qui est très intéressant. C'est Boswell qui aimait à se faire présenter dans ce costume corse. Excusez-moi, je vais être obligé de lire. Alors Boswell et son costume corse. Donc quand il fait son voyage en Corse, donc c'est en 1768, Napoléon n'est pas encore né, et donc Paoli est le chef du pouvoir, et les Français à cette époque-là, ils sont les premiers casques bleus, c'est-à-dire qu'ils interviennent et ils font la séparation entre les Génois et entre les Corses. Donc entre les Français et les Corses, tout se passe très bien. C'est entre les Corses et les Génois que ça ne va pas du tout. Donc Boswell décrit son costume. Un Corse est armé d'un fusil, un pistolet et un poignard. Il porte un habit court en étoffe sombre, fort grossière, fabriqué dans l'huile sur un gilet et une culotte de même étoffe, ou bien dans du drap français ou italien, plus spécialement écarlate. Il possède pour ses munitions une boîte à poche à cartouches, qu'il porte fixée autour de la taille par un ceinturon. Donc c'est la fameuse qu'on va appeler la giberne à la Corse. Voilà. Ils n'ont pas été les seuls à le porter, puisque les Espagnols ont porté aussi ce sort de giberne, mais l'appellation c'est giberne à la Corse. Son poignard est planté dans cet étui, et du côté gauche il suspend son pistolet. Il porte le fusil sur l'épaule,
Ses jambes sont protégées par des guêtres en cuir noir et sa tête par une sorte de bonnet en drap noir, doublé de ratines rouges et orné sur le devant d'un morceau d'une étoffe plus fine, soigneusement cousue. Ce bonnet est particulier aux Corses, étant en une partie fort ancienne de leur costume. Il est replié sur lui-même de tous côtés, et lorsqu'on en baisse les bords, possède exactement la forme d'un casque, comme ceux que l'on peut voir sur la colonne Trajane. Donc c'est effectivement ce petit casque qu'on a vu sur la tête de Bonaparte auparavant. Alors San Piero Corso, parce qu'effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le premier Corse qui est venu mettre son épée au service des rois de France. Il va être aussi le colonel général des Corses. Et cette fonction de colonel général des Corses, ça va s'étendre à son fils, Alphonse d'Ornano. Et elle s'étendra également avec ses deux fils, donc Jean-Baptiste, dont on possède un portrait, et Henri, donc deuxième fils, et avec lui, il s'éteint la charge du colonel général des Corses. Alors ensuite, Pascal Paoli et Napoléon. Pascal Paoli avait revêtu et se vêtait d'un habit de drap vert, brodé d'or. Et bien Bonaparte, lui, son habit de tous les jours, c'est celui-ci. Donc il y a une continuité dans l'esprit de Bonaparte. Et là, le drapeau. Ben, ici, vous avez le drapeau du Royal Corse. Donc le premier drapeau du Royal Corse est à fond vert. Et ça, c'est le drapeau des chasseurs corses de l'île d'Elbe, des flanqueurs chasseurs corses de l'île d'Elbe. Le drapeau est à Gap, donc on retrouve bien la continuité, le vert, couleur militaire des Corses. Donc donc Royal Corse Infanterie. Donc voilà, le régiment est élevé en 1740. Voilà, donc habit blanc, hein, distingué de vert. Et cet uniforme va suivre, facilement cette couleur va suivre l'évolution du régiment suivant toutes les périodes. 1740, 1758. 1745, Fontenoy, c'est la première grande bataille auquel participent les Corses. Dans cette campagne là, qui va s'ouvrir pendant cette guerre. Et les Corses, ils sont là. Voilà où se trouve la flèche. La position de Royal Corse. Alors c'est dommage, c'est que dans le tableau de la bataille de Fontenoy, les Corses ne sont pas représentés. Royal Corse, il va être dissous, comme je vous le disais, en 1738, parce que la Corse, ça commence à bouger. Elle est en pleine révolution. Donc tous les militaires qui sont plus ou moins employés à l'étranger viennent grossir les rangs de la rébellion. Et comme le recrutement corse se tarit, en 1738, le régiment, on le dissout. Royal Corse est dissous. Et ce qui reste, on le fonde dans le Royal Italien, le deuxième bataillon Royal Italien. Le problème qu'il y a, c'est que les Corses et les Italiens, ils ne se sont jamais entendus, et ils ne s'entendent pas plus hier qu'aujourd'hui. Donc il y a eu des gros conflits, il y a eu des duels, donc du coup, on décide, un an après, de recréer le régiment. Donc du coup, là, il va récupérer donc, le régiment de transition, donc à la récréation du Royal Corse, et donc ici la couleur bleue. Alors je vous demande de faire attention à cette couleur bleue, parce qu'on va la retrouver beaucoup plus tard. Le bleu distingué de noir, on va le retrouver au régiment Royal Corso, au service de Naples, et on va le retrouver aussi la légion qui va grossir Royal Corse, donc voilà, donc régiment italien, oui, donc bleu distingué de jaune citron. Le drapeau. Donc le drapeau, on retrouve sur le drapeau les couleurs de l'uniforme, le bleu, le jaune, le semis de fleur de lys pour bien montrer que le régiment est royal, et la tête du mort en son milieu. La Légion Corse d'Arcambal. Alors cette légion, elle est levée, donc voilà, comme je vous disais, voilà, on va retrouver cette couleur bleue et noire. La Légion d'Arcambal, elle est levée, elle n'a jamais servi en Corse, elle est recrutée parmi les Corses. Donc elle est composée de cavaliers, comme toutes les légions à l'époque. Voilà, le marquis d'Arcambal, le chef de corps de cette unité. Si quelqu'un sait où se trouve la toile originale, c'est une petite peinture sur bois. Je n'ai pas réussi à savoir où elle se trouvait. Donc la Légion Corse, elle a servi essentiellement en France, elle n'a jamais combattu.
Par contre, ils ont fait des occupations un peu partout. Là, j'ai trouvé cette gravure qui représente un officier de la Légion d'Arc-en-Bas, Légion Corse. Donc on retrouve cette couleur bleu ciel, dommage ici qui n'est pas visible. Ça, c'est la Légion Corse qui est vue par le manuscrit de Valenciennes. Donc les cavaliers sont pas les cavaliers sont français, mais les fantassins sont tous corses. Toujours évolution. C'est marrant parce qu'on voit que les fantassins sont équipés un petit peu comme des cavaliers. Bon, là j'ai bien dans la Corse, hein, qu'on appelle à l'époque le clan de Russie. La petite sabrotage, au lieu de pendre sur les jambes, est suspendue sur la banderole. Alors en 1788, on va dire une grande révolution avant l'heure, c'est-à-dire qu'on crée des légions, donc dans chaque région montagneuse, on va créer des unités mixtes. Ce qu'avait fait déjà avec la Légion d'Arc-en-Bas, on va l'étendre à toutes les régions montagneuses. Donc on va créer des unités à la fois de fantassins et de cavaliers. Et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement pratique. Donc on va séparer les cavaliers vont devenir chasseurs à cheval. Et puis les fantassins vont devenir les fameux chasseurs à pied, enfin du moins les futurs chasseurs à pied. Donc ils vont être dénommés ça s'appelle l'infanterie légère. Donc la différence des autres unités, c'est que les régiments de ligne sont constitués à plusieurs bataillons, alors que l'infanterie légère n'est composée que des bataillons, c'est-à-dire un bataillon de 4 à 6 compagnies. Donc ici on va trouver donc les Corses, donc le Royal Corse est dissous en 1788, et ces deux bataillons ça va former donc le 3e bataillon qui va s'appeler Chasseurs Royaux Corse et le 4e bataillon qui s'appelle Chasseurs Corse. Donc c'est la couleur écarlate sur le carabinier et la couleur jaune sur le fusilier qui distingue les deux régiments. Enfin l'écarlate et le jonquille, comme on disait à l'époque. Alors il paraît que pour raison d'économie, on atteint les vieux uniformes blancs et bleus en vert, donc ce qui donnait une couleur assez bizarre, qui la teinture ne tenait pas avant qu'on vraiment on leur règle une tenue où on va trouver effectivement donc la couleur verte, avec donc ici le fameux petit casque 1791, ici, le bicorne et le bonnet d'oursin pour les carabiniers. Arrive la Révolution, la Corse comme tous les départements français, enfin à l'époque c'est pas département français la Corse. La Corse elle a été mise sous séquestre, on va dire, si on peut le dire, au préjudice de Gênes, puisque le roi de France en 1768 a présenté la facture à Gênes en disant voilà le maintien des troupes pour remettre le pays sous votre tutelle, ça coûte tant, Gênes ne peut pas payer, donc on dit bah, écoutez, on garde la Corse et quand vous pourrez payer, on vous la rendra. Et puis c'est jamais arrivé, puisque en mai 1788, on réunit les États généraux, les Corses sont français et demandent pour quelles raisons ils ne sont pas incorporés à l'Empire, puisque c'est comme ça qu'on disait à l'époque, pourquoi ils ne sont pas incorporés à l'Empire, et ils veulent également envoyer leurs représentants. Donc les premiers représentants arrivent en mai 1788, en mai 1789 à Paris. Les Corses arriveront un peu plus tard, mais enfin suffisamment tôt pour assister à la prise de la Bastille. Donc en 1792, la patrie est en danger. Les Corses, ils vont lever leur bataillon de volontaires, comme à l'instar des autres départements français. Ça, c'est le drapeau du premier bataillon volontaire de Corse. À l'époque, on a pu enlever qu'un. Et le drapeau est écrit, il est visible à Londres. Si vous allez dans une collégiale, dans un hôpital militaire à Westminster, où tous les drapeaux pris sont entreposés. Bien sûr, toujours lui partout, comme dirait Victor Hugo. Bonaparte profite d'un congé. À cette époque-là, il est officier au 4e régiment d'artillerie. Et il bénéficie d'un congé. Et il se fait élire lieutenant-colonel en second du bataillon de la garde nationale d'Ajaccio.
Et puis il y serait bien resté si un texte n'était pas sorti en disant que tous les militaires d'active qui sont dans la garde nationale doivent réintégrer leur régiment. Donc, ce qui fait que Bonaparte est obligé de partir. En fin de compte, il échappe, comment ça s'appelle, à l'invasion de la Corse par les Anglais, et donc d'être pris, d'être capturé ou même d'être tué, puisqu'il rejoint son régiment. Donc en 93, la patrie est en danger. La Corse va lever 4 bataillons de chasseurs. Donc celui-ci, le 15e bataillon de chasseurs, il est levé à Bastia en 93, le 1er avril. Le 16e bataillon de chasseurs, il est levé à Saint-Florent. Celui-ci, son chef est un peu plus connu, c'est le futur général Gentilly. Je vous montrerai les portraits tout à l'heure. Alors ça, c'est la coupe de la Mortella. C'est la fameuse tour qui défendait la baie de Saint-Florent. Alors elle est intéressante parce qu'en fin de compte, c'est un système de tours, ce qu'on appelle les fameuses tours génoises. Donc c'est pas une invention corse, hein, c'est les Génois qui les ont implantées sur le littoral de l'île. Mais c'est que les Anglais ont eu tellement mal de chien à prendre cette tour qu'ils en ont mis sur toute chez eux, sur leur colonie, sur leur littoral pour les protéger. Eux par contre, ils les ont appelés les Martello Towers. Alors que donc je vous présente des tours qui sont celle de gauche est au Québec et celle qui se trouve à droite est en Grande-Bretagne. Alors Horatio Nelson, pourquoi Horatio Nelson est en photographie? C'est simplement que pendant le siège de Calvi, c'est là qu'il perd son œil. Le 10e bataillon de chasseurs, lui, est levé à Corté, donc le centre de la Corse. Donc il va être composé essentiellement de montagnards. Donc pareil, hein, ils vont être plus ou moins dispatchés sur les côtes. Les 8e bataillon de chasseurs, voilà, les 4 bataillons de chasseurs qui vont défendre la Corse. Et comme la Corse va tomber aux mains des Anglais, finalement, c'est toutes ces troupes. Bastia va subir un bombardement de 45 jours. Donc la population est affamée, donc les soldats vont se rendre, et comme capitulation est honorable, ils vont être rapatriés dans le sud de la France, suffisamment tôt pour assister sous les ordres de Bonaparte à la prise de Toulon. Donc Toulon, hein, tout le monde sait comment Bonaparte se retrouve au siège de Toulon. Il escorte, il convoie un chargement de poudre. Comme il est officier d'artillerie, que le siège de Toulon, ils en manquent, il est réquisitionné par les représentants en mission et il part à Toulon. Et tout le monde connaît effectivement quand il est devant le général de Carteau qui mène le siège en lui disant « mais Toulon c'est là ». Donc il dit « monsieur jeune homme, vous savez lire une carte, vous pointez votre doigt dans la mer » et il montrait effectivement le fort de l'Aiguillette où justement ils prendront, enfin quand il aura l'occasion de mettre le plan exécution, il pourra implanter son artillerie et démanteler la flotte anglaise et espagnole. Ils seront obligés de partir s'ils ne veulent pas couler. Alors ça c'est un dessin qu'on m'a fait parvenir. C'est un soldat qui était prévu, enfin, un uniforme de troupe corse, qui était prévu justement pour débarquer en Corse au moment du royaume anglo-corse. Puisque les Corses, les Anglais ont été chassés de Toulon en 1780, quand les Anglais ont été chassés. Ils sont partis se réfugier en Corse, puisque Paoli avait fait sécession, et puis les Anglais avaient besoin d'un port en Méditerranée pour pouvoir continuer à menacer nos côtes. Sachant que la Corse, c'est une des îles de Méditerranée qui est la plus grosse hygrométrie. Donc depuis l'Antiquité, les Corses ont toujours vendu leur eau, et en plus, la Corse possède une richesse. C'est qu'elle possède des bois de pins laricio. Donc les pins laricio, ce sont des pins qui poussent en altitude, et ce sont des pins dont les fûts sont tellement hauts et droits qu'on s'en servait pour faire des mâtures. Donc c'est pour ça que économiquement, la Corse était intéressante comme base navale pour la France. Effectivement, avec les bois, on fait des mâts pour les navires. Il y a de l'eau pour que les bateaux puissent s'avitailler, et puis surtout, à l'époque où on la convoitait, elle était sur le chemin entre l'Espagne et l'Italie, et ces deux régions étaient fortement liées. Bonaparte, général en chef d'armée d'Italie, c'est le premier Corse, on va dire que il y a eu d'autres officiers corses, comment ça s'appelle,
qui sont de sa génération, mais c'est le premier à atteindre voilà, le poste de général en chef, puisque la Révolution a supprimé tous les grades et privilèges, donc il n'y a plus de maréchaux, mais donc on peut estimer que général en chef, ça équivaut à maréchal. Alors maintenant, on va attaquer le Premier Empire avec les unités qui sont typiquement corses et qui sont typiquement levées pendant cette période. Alors c'est peut-être un petit peu brouillon, mais j'ai préféré découper ce thème en parlant des unités de ligne, c'est-à-dire les Corses qui vont se retrouver à la Grande Armée et dans les pays où ils vont se battre, et puis ceux qu'on va conserver, qu'on va lever et qui vont servir à faire les forces de gendarmerie et pour maintenir la paix publique dans l'île. Donc c'est pour ça que j'ai scindé ce travail en plusieurs parties. Le régiment le plus connu, c'est celui-ci, c'est le bataillon de tirailleurs corse. Donc en 1803, Bonaparte, pour éviter justement que le recrutement se fasse au profit des Anglais, puisque les Corsican Rangers recrutent aussi, les Anglais recrutent à cette époque-là. Donc on décide de lever des bataillons corses, 5 bataillons corses. On estime qu'effectivement la Corse est capable de fournir 5 bataillons. Le bataillon de tirailleurs corse, donc celui-là, il ira à la Grande Armée. Donc il va être rassemblé, son dépôt va être à Antibes. Antibes, c'était déjà à l'époque du Royal Corse le dépôt des Corses, le dépôt des régiments corses. Donc le bataillon est levé. Il va former le 3e bataillon de la 8e légère. Donc on ne sait pas pourquoi. Il est formé à la 8e légère. Mais toujours est-il que le bataillon est indépendant. On l'a collé à un bataillon d'infanterie légère. Alors au départ, l'uniforme, on ne le connaît pas trop. On pense qu'effectivement, ils sont habillés avec l'infanterie, comme l'infanterie française. Mais comme la Corse est incorporée depuis peu, on va dire, à la France, ils vont se singulariser, puisque la spécificité corse a toujours été considérée comme des régiments étrangers. Dans l'armée française, la spécificité corse, elle disparaît sous Louis-Philippe, donc dans les années 1840. Donc des Corses. Donc du coup, alors on ne sait pas d'où vient cette idée, mais on pense que ça vient de Dornano quand il s'est retrouvé colonel du bataillon, qui a donné le vert, donc couleur distinctive des Corses, qui avait été offerte à son ancêtre Sampiero sur ses drapeaux. Donc il a l'idée de reprendre le vert. Et c'est le nom de collet vert que les Corses vont récupérer leur réputation auprès des Autrichiens. Donc là, on a un fusilier, donc pareil, hein, avec la giberne sur le ventre, qui va caractériser l'uniforme des Corses, en plus de cette couleur verte. Et puis le drapeau des tirailleurs corses. Alors le drapeau, il nous a été piqué en 1815 par Blücher, hein, quand ils sont arrivés à Paris. Il a été exposé à Berlin et il a disparu en 1945. On ignore dans quelles circonstances. Est-ce qu'il a été brûlé dans les bombardements ou est-ce que ce sont les Russes qui l'ont chapardé? Toujours est-il qu'il a disparu. Et cette photo date du début du XXe siècle. Elle a été photographiée donc, dans un musée de Berlin, enfin, dans le musée de l'armée de Berlin. Donc c'est comme ça qu'on en a une photographie. Donc c'est l'aspect qu'il présentait dans les années 1900. C'est pas une prise de guerre, hein. Ils nous l'ont pris aux Invalides, et c'est pas, le bataillon n'a jamais perdu son drapeau. C'est un petit clin d'œil parce que les Espagnols étaient un peu surpris. Alors le bataillon comment ça s'appelle, des tirailleurs corses, on va l'appeler les cousins de l'empereur. C'est facile, la première bataille des Corses, c'est la bataille d'Ola-Brune. Et Ola-Brune, il y a un lieutenant, il s'appelle Ramolino, il est blessé, donc il est à l'infirmerie, il se fait soigner, et puis il y a Soult qui passe, et puis qui demande le nom de l'officier, l'officier lui répond, lieutenant Ramolino. Et Soult lui dit, ah, mais Ramolino, mais comme la mère de l'empereur. Il fait, oui, ah, mais vous êtes donc cousin. Et donc, à partir de ce jour, on a baptisé tous les Corses, les cousins de l'empereur. Donc c'est le surnom affectueux qu'on leur a donné. Donc leur premier fait d'armes, c'est Ola-Brune. Et leur deuxième grand fait d'armes, c'est Austerlitz, puisque les Corses seront à l'aile droite, ceux qui vont tenir Telnitz et Sokolnitz. Donc toute la nuit, ils vont tirailler avec le 3e de ligne, avec le 8e chasseur, je crois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le 3e de ligne, je sais qu'il y a le 3e, il y a le 18e de ligne aussi, et les tirailleurs du Pau. Alors les tirailleurs du Pau, comme les tirailleurs corses, ce sont deux bataillons qui sont tout à fait indépendants et ils seront toujours couplés ensemble. Ils combattront toujours ensemble.
D'ailleurs, ce bataillon avait même été levé par un Corse, et puis il a été remplacé après par Hulot, puisque ce Corse est parti au service italien. Donc une gravure. Alors, pareil, Iéna, puisqu'ils sont au 4e corps, donc ils combattent l'armée de Soult. La bataille de Hof en 1807. La bataille de Hof, elle intervient juste avant la bataille d'Eylau. Alors tout le monde dit qu'effectivement ça a été un carnage et que la bataille aurait pu être évitée, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu la bataille de Hof, on se serait peut-être fait étrier à Eylau. Puisque cette bataille a eu le mérite au moins de réduire les ambitions de la cavalerie russe. La bataille d'Eylau. Et là on se bat tous les 2 jours dans la neige, hein. Il fait, quand on lit les mémoires des trucs, il fait -20, hein, avec les vêtements de l'époque. Et Augsberg en 1807, là ils sont à la Grande Armée. Ebersberg, 3 mai 1809. Là à cette époque-là, Napoléon décide de refaire un petit peu ce qu'avait fait Oudinot, de refaire ce qu'on appelle les bataillons de grenadiers. Donc au lieu de prendre les compagnies de grenadiers de chaque régiment, pour les tirailleurs corses et pour les tirailleurs du Pau, c'est l'unité en entier qui vont être prises et qui vont être à la réserve des grenadiers du Pau. Et ils vont tellement bien se comporter que Masséna, qui les a vu combattre, va vouloir se les récupérer, Masséna. Et donc les tirailleurs corses et les tirailleurs d'Oudinot vont se retrouver sous les ordres de Masséna. Ils feront la campagne avec lui, avec le corps de Masséna. Et Ebersberg, il se trouve en pointe. Alors Ebersberg, la ville est sur la Trône, et à l'époque, on marche sur Vienne. L'hiver a été le printemps a été relativement humide, tous les cours d'eau sont grossis, et on cherche des ponts. Évidemment, les Autrichiens qui ne veulent pas qu'on aille sur Vienne, ils font sauter tous leurs ponts. Et donc, on essaye à chaque fois, on se bat pour des bras de rivière pour prendre un pont. Et Ebersberg, il y a un grand pont sur la Trône. La Trône, c'est un affluent du Danube. Et on espère qu'effectivement, si on prend un pont, on peut faire passer l'armée, on peut faire passer les chariots pour les approvisionnements, pour les munitions. Voilà. Donc cette bataille, elle est importante pour les corps parce qu'il paraît que c'est Bonaparte en lui-même qui l'a commandé à Tonnet, parce que les Corses se sont fait étrier. Bonaparte disait que la bataille d'Ebersberg, c'était le loti des Corses. Donc on s'est battu sur le pont, puisqu'à l'époque les ponts, donc une fois que vous arrivez à l'autre bout du pont, il y avait le péage, il y avait les portes. Et puis quand les gens, l'armée française pousse les Autrichiens, comme on dit, la baïonnette dans les reins, quand les derniers Autrichiens arrivent à l'autre bout du pont, ils trouvent porte close. Et là, on se bat, quoi, hein, on se bat au corps à corps, parce qu'il n'y a pas la place de prendre le fusil de l'armée, donc on se bat à coup de crosse, on se bat à coup de baïonnette, on balance les corps pour faire de la place, on balance les corps dans la rivière, et puis on démonte la porte à coup de hache, et les Autrichiens se sont retranchés dans les maisons. C'est un vrai carnage, la ville prend feu, et là c'est là que leur commandant est blessé et fait prisonnier, le commandant Morandini. Donc ça c'est une gravure allemande présente également notre aspect de la bataille, sauf que le château derrière il n'est pas en flammes, mais on se bat sur le pont. Voilà. Et au soir d'Ebersberg, l'empereur couche au bivouac. Alors le soir, les soldats, les Corses, parce que l'anecdote est racontée par Saint-Chamond. Le soir, l'anecdote, les Corses prennent les lanternes et ils vont récupérer les morts et les blessés dans la ville, parce que la ville est en flammes. On va chercher les blessés, on va chercher les morts. Alors, à l'état-major, on s'en inquiète un petit peu, on veut les faire revenir. Et là, l'empereur intervient en disant laissez les Corses ramasser leurs morts, ça fait partie de leur tradition, laissez-les. Donc, mais. Les Corses seront présents à Essling. Donc comme c'est une unité d'infanterie légère, automatiquement, on va dire que l'infanterie légère, c'est un petit peu les commandos de l'époque, parce qu'ils sont habitués à se battre en tirailleurs. Donc voilà. Donc la bataille dure 2 jours à Essling, et c'est un match nul. Parce qu'effectivement, vous connaissez tous l'anecdote que les Autrichiens balancent des obstacles dans la rivière qui font que les ponts s'écroulent, les renforts ne peuvent pas arriver, les munitions non plus, et on est obligé de reculer, on est obligé de... Voilà.
Par contre, le 5 et 6 juillet, à Valram, effectivement. Alors, après la campagne de 1809, bah, nos Corses ils se reposent en Allemagne, en Autriche. Et puis en 1811, ils se retrouvent au camp de Boulogne. Et puis, il y a des petits trucs qu'on décide de réorganiser. Et on décide de supprimer les bataillons indépendants. Donc on décide de supprimer les tirailleurs corses, les tirailleurs du Pau. Et on va former le 11e léger. Le 11e léger, c'est pas anodin, parce que le 11e léger a été dissous en 1803. Et à son retour de la campagne d'Haïti. Parce que bah, les peu de survivants, quand ils sont arrivés, ceux que la maladie n'avait pas tué, la fièvre jaune n'avait pas tué, ils n'étaient pas trop en bon état. Donc le numéro est vacant. Et en plus, ce régiment avait été créé par amalgame, issu du 3e bataillon de chasseurs corses. Donc c'était pas anodin de créer le 11e léger, puisqu'il avait servi à l'origine, avec les différents amalgames, à former son 11e léger. Donc là j'ai un bouton de fouille qu'un russe m'a envoyé à la photo. Et ça c'est le drapeau du 11e léger. Alors le 11e léger c'est une association qui se trouve en Italie. Je crois que c'est un des plus gros groupes de reconstitution. Ils sont une cinquantaine. C'est énorme. C'est énorme. Voilà le 11e léger. Hein. Donc la boisselier. Donc voilà comme un uniforme 1812. Un petit officier en argent. Il ne va pas faire grand chose, hein, le 11e léger, puisqu'il va rester donc la campagne de Russie en 1812. Ils vont se faire étrier, ils vont même perdre leur colonel. Alors ça c'est une pièce, il est magnifique. Il était en vente chez Malvaux. Chapeau du 11e léger. Voilà, donc notre 11e léger, bah, il fera toutes les campagnes de fin d'Empire. Campagne de Russie, de 1813 on le retrouve en Allemagne, 1814 campagne de France, et puis 1815 à Waterloo ils seront dissous à l'issue. Les bataillons de chasseurs corses, donc ils sont levés en même temps que le bataillon de tirailleurs corses. On lève 5 bataillons. Alors, on ne va pas s'embêter, on va les habiller en drap marron, puisque c'est l'étoffe dans laquelle sont habillés les paysans du coin. Donc de ce côté-là, ça n'entraîne pas de frais. Alors c'est de la laine, c'est fait avec de la laine de poil de chèvre. Donc c'est Morand, le général Morand, qui est gouverneur de l'île, qui a dessiné les uniformes et qui a dessiné les couleurs distinctives. Donc on a du mal à lever les 5 bataillons. Puisque donc on est obligé pour lever les bataillons, on va prendre des mesures coercitives, ce qui ne se faisait plus en France, mais on va mettre ce qu'on appelle à l'époque des garnisaires, c'est-à-dire que quand les gens sont le fils est porté manquant aux armées, on va foutre 7 ou 8 soldats dans la maison des parents, et puis ils vont boire et manger comme des trous. Et au bout d'un moment, les autres ils vont aller voir le boss en disant écoute, rentre, parce qu'ils sont en train de nous vider la baraque, il n'y a plus rien à manger. Donc c'était une des méthodes qui a été employée. Et comme à l'époque la conscription n'existait pas, c'était les maires qui choisissaient les volontaires. C'est un cas unique, c'est la seule région de France où ça s'est passé. Où effectivement, ce sont les maires qui désignaient les soldats. Donc ils se sont débarrassés plus ou moins de tous les mauvais sujets pour les faire partir. Donc cette légion corse, elle n'est pas anodine, puisque elle va perdurer. Les 5 bataillons vont être appelés pour partir en Italie, puisque Napoléon va entreprendre la conquête du royaume de Naples. Naples sur lequel son frère Joseph va monter sur le trône. Et nos Corses, qui sont habillés en marron, vont partir à Livourne. Et à Livourne, on va les habiller. Il n'y a qu'une compagnie qui va rester. La 3e compagnie du 3e bataillon qui va rester en Corse pour faire toujours pour faire les missions de police. Et nos Corses vont partir à Naples et elles vont former la Légion Corse. Donc ici, on a le premier uniforme dans lequel on les a habillés. Donc on retrouve les couleurs donc bleu et jaune du Royal Corse. Et là, c'est pas anodin. Donc c'est un carabinier, hein. Il reconnaît ça, puisqu'il a les guêtres qui sont ornées d'un pompon et d'un galon écarlate, les épaulettes écarlates et le plumet écarlate sur le chapeau.
Donc là, ce sont les fusiliers donc, de la Légion Corse, qui va devenir en 1806, une fois que le royaume de Naples est conquis, va s'appeler le Real Corso Napoletano, pour bien le différencier du Royal Corse, qui était le régiment français. Donc on a deux soldats qui sont représentés. Là, on a un bouton de fouille du Royal Corse. Donc la devise du Royal Corse, la devise de bouton, n'était pas écrite en italien, malgré ce qu'on peut écrire, parce que ce n'était que des suppositions, des supputations. Donc là, c'est un bouton de fouille qui a été trouvé en Corse. Et au milieu du corps de chasse, c'est un N. Donc c'est bien donc, un bouton du Royal Corse au service de Naples. Et le N, c'est pas pour Naples, c'est pour Napoléon. Donc au départ, tout le monde disait qu'effectivement, le bouton argenté frappé du corps de chasse, avec la légende en exergue Royal Corse, elle est écrite en français, et il y a le N impérial qui est timbré au centre du corps. Ah ben nos Corses, la conquête de Naples, ça va se faire aussi dans la souffrance et dans la peine. La première grosse affaire des Corses, c'est Gaète. La ville de Gaète, où effectivement, c'est une grosse citadelle. En plus, cette citadelle, comme vous pouvez le voir, elle donne sur la mer. Donc c'est une presqu'île, ce qui fait que les Anglais pouvaient la ravitailler en munitions et en approvisionnement, puisque la seule façon où effectivement elle est accessible, c'est par voie de mer, et sinon la voie de terre c'est ici. Et ben, elle va être prise par escalade, les Corses, c'est toujours eux, donc vont prendre la forteresse par escalade. C'est un siège quand même qui a duré du mois de février au mois de juillet. Donc ça a été... vous le reconnaissez, hein, c'est le frère de Joseph, qui a droit de Naples 2 ans. Suffisamment long pour lui. Ah, vous le reconnaissez, lui. Suffisamment pour justement pouvoir mettre en place une administration à la française, dont récupère Murat. Il va se créer une garde, à l'instar de son frère, dans lequel on va trouver des Corses qui viennent de la Légion Corse. Alors, ouais, pourquoi le père de Victor Hugo? Parce qu'il n'est pas corse. Et ben, dans les faits, quand ils sont à Naples, c'est lui qui commande le bataillon. Ils ont le colonel, c'est un Corse, mais il est un petit peu âgé. Il est juste bon pour faire les papiers. Et celui qui les commande sur le terrain, c'est lui, c'est le père de Victor Hugo. Murat, en 1808, Joseph va en Espagne, monte sur le trône espagnol. Il emmène avec lui une partie de sa garde. Donc on va retrouver quelques Corses dans sa garde. Il y a d'ailleurs un type qui est en train de feuilleter tous les registres. Tous les 3 ou 4 mois, il sort un petit bouquin avec les soldats de la garde de Joseph. Il en est à son 3e volume là. C'est très intéressant. Les grandes armes de Murat. Donc sous Murat, l'uniforme va changer, puisque on va passer l'uniforme bleu distingué de noir. Alors, donc là nous avons un voltigeur, hein, vous connaissez ça, vous savez, c'est son collet jaune, collet jonquille, un chasseur et un carabinier avec son bonnet d'oursin, ses épaulettes et la couleur rouge qui le distingue. Et donc là on a une excellente illustration qui nous présente un soldat dans l'uniforme de 1806 et les soldats dans l'uniforme de la coupe de l'uniforme de 1812. C'est qu'en France on ne portera qu'à partir de 1813, puisqu'en 1812 on est en Russie, et donc les uniformes sont restés en France, et puis ceux qui seront suffisamment pris ou suffisamment faits tôt seront pris par Alonzer et équipera les Prussiens. Alors ça c'est le grand fait d'armes des Corses au service de Naples, c'est Capri. On achète les Italiens, enfin la cour de Naples s'est réfugiée en Sicile, et puis les Anglais qui étaient leurs alliés se sont réfugiés sur l'île de Capri, qui est au large de Naples,
D'ailleurs, les Anglais, par dérision, ont appelé l'île de Capri Her Majesty's Ship Capri, pour bien montrer qu'effectivement, ils étaient présents dans cette partie de la Méditerranée. L'île est comment s'appelle, est bien protégée. En plus, elle présente un aspect rocheux, donc on ne peut l'attaquer qu'en escaladant, puisque sinon sur les plages, hein, ça fait c'est du tir au pigeon. Donc on va, ça embête Murat. Murat de sa fenêtre, quand il est au palais de Naples et qu'il regarde la baie de Naples, il voit l'île de Capri, il voit le drapeau anglais qui flotte et il décide, ça ne va pas durer. Donc il décide en 1808, dès qu'il monte sur le trône, de chasser les Anglais. Donc c'est une opération amphibie qui va être menée. On a récupéré toutes les échelles des éclaireurs de réverbères de Naples. On a réquisitionné toutes les barques de pêcheurs. Parce que les Anglais ont une escadre aussi qui tourne, qui protège l'île. Donc il faut pouvoir également à la fois éloigner l'escadre anglaise qui est sur les côtes pour pouvoir permettre ce débarquement. Alors cela, je vous le montre, le portrait, parce que c'est l'arrière-grand-oncle de mon épouse. C'est le capitaine François-Xavier Pompéi qui commandait les grenadiers du Royal Corse, les carabiniers du Royal Corso Napoletano. Et c'est son unité qui a assuré, qui a effectué l'escalade des rochers de Capri et qui a pu permettre la victoire des Français. Là, le portrait, c'est un dessin de Boisselier qui représente un sapeur du Royal Corso Napoletano. Et à Capri, voilà ce qu'ils vont retrouver en phase 2, ils vont trouver d'autres Corses. Alors il y en a qui racontent que 80 Corses faits prisonniers dans les rangs du Royal Corsican Rangers se seraient engagés du côté napolitain. C'est beaucoup de choses que j'ai lues, je n'ai pas trouvé l'affirmation. Donc je reste dans l'expectative. Par contre, les boutons, ce sont des boutons de fouille qui ont été trouvés en Corse. Et là, c'est un dessin assez magnifique. Voilà. Donc, on va voir des combats fratricides. On raconte que les frères Carabelli, qui sont réputés parce qu'ils sont les frères de la fameuse Colomba, dont Mérimée écrira le livre. Les deux frères Carabelli combattent chacun dans un camp opposé. Voilà pour les Corses, mais on y reviendra plus tard. Alors en 1810, donc tout à l'heure je vous ai parlé de ces régiments, enfin du moins de ces unités corses qui étaient levées à l'intérieur du pays, et les fameux chasseurs corses qui sont là pour faire la fois assurer la force publique à côté de la gendarmerie. En 1810, pour une question qu'on ignore, on décide de supprimer ces compagnies de chasseurs corses sédentaires et on va les verser à leur grande dame dans ces régiments de réfractaires. Alors les réfractaires, c'est des gars qui ne rejoignent pas leurs unités, qui ne rejoignent pas leur régiment. Et donc, comme la guerre est de plus en plus pressante et qu'elle broie de plus en plus d'hommes, il y a de moins en moins de volontaires pour le service militaire. Du moins pour ceux qui sont tirés au sort et qui doivent rejoindre leur régiment. Donc du coup, on réunit tous ces réfractaires, donc les réfractaires de l'Italie, du sud de la France, et puis pour pas qu'ils désertent à nouveau, on va les mettre dans les îles. Donc les premiers bataillons réfractaires vont partir dans les colonies qu'on a encore, qu'on possède encore. Et puis les autres, on va les emmener, on va les mettre en Corse. Donc le deuxième régiment de la Méditerranée va être levé en Corse. Donc pour reconnaître ces soldats des autres, ils n'ont pas la couleur rouge sur le pardon. Donc là qu'on voyait, c'est des régiments disciplinaires. Le problème qu'il y a, c'est que ce sont c'est pratiquement ils portent nos régiments. En fin de compte, ce serait plutôt des dépôts de conscrits réfractaires. Donc il y en aura un en Corse, en édition, il y en aura 5 qui seront disséminés un petit peu partout. Le plus connu, c'est celui qui était à l'île Dorée. Il y a celui de Flessingue, qui était en Hollande. Enfin, on les a mis dans le... Il y en avait à Toulon aussi. Il y a eu un bataillon disciplinaire à Toulon également. Alors pourquoi ce bataillon de chasseurs corses de Glitel? Le deuxième bataillon, donc le deuxième bataillon de chasseurs de ceux qu'on a vu avant là.
Voilà. Ceux-là. Il y a un bataillon, c'est le 7e bataillon du 35e léger, parce que le 2e régiment de la Méditerranée, en 1811, on leur donne un numéro. Donc c'est le 35e bataillon d'infanterie légère. Et il y a un bataillon qui stationne à l'île d'Elbe. Et quand Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe, il estime que sa garde n'est pas suffisamment importante, et en plus elle n'est pas encore arrivée. Elle n'a pas rejoint la garde. Donc dès qu'il arrive au mois de mai 1814, à l'île d'Elbe, il y a le 35e léger qui est là, et puis il y a des Corses, et il va essayer de recruter à son avantage, c'est les Corses. Et il va y arriver, bon an, mal an. Le registre des chasseurs flanqueurs de l'île d'Elbe, il est téléchargeable sur le site Mémoire des Hommes. Donc c'est comme ça que j'ai pu récupérer, il y a 397 noms. Enfin ils ont eu du mal à faire 400 parce qu'avec les désertions et avec ceux qui venaient récupérer, ils ont eu du mal à faire 4 compagnies. Donc nos chasseurs corses de l'île d'Elbe, on va leur filer l'uniforme des chasseurs flanqueurs de la Jeune Garde. Donc c'est l'uniforme comment ça s'appelle, la bivaire à basque courte, distingué d'écarlate. Et ces flanqueurs, ils vont suivre Napoléon quand il va faire pendant les 100 jours. Ils vont partir avec lui, ils vont l'accompagner sur l'Inconstant, pas sur l'Inconstant, parce que l'Inconstant était déjà plein, mais ils vont suivre l'empereur. Quand ils arrivent à Gap, ils échangent leur superbe drapeau que des femmes de l'île d'Elbe leur ont confectionné pour l'échanger contre un drapeau tricolore. C'est pour ça que le drapeau existe toujours et qu'il est actuellement visible à Gap, au musée de Gap. Et quand ils arrivent à Paris, donc Corse, on va les dispatcher et on va les mettre au premier régiment de voltigeurs de la Jeune Garde et au premier régiment de tirailleurs de la Jeune Garde. C'est pareil, c'est très intéressant parce que les deux registres sont en téléchargement sur le site de Mémoire des Hommes. Et donc moi ça m'a permis, puisque bon, je vous expliquerai plus tard, mais ça m'a permis de pouvoir retrouver, de suivre la trace de certains individus, sachant qu'effectivement ils venaient du 35e léger, et après où est-ce qu'ils sont partis. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on veut étudier ces registres, si on n'a pas le registre initial, on ne sait rien du bonhomme. Puisque les gars sont enregistrés quand ils sont incorporés, donc on sait d'où ils viennent, on a leur état civil complet, le signalement complet. Et après, quand ils sont partis, c'est juste muté à tel régiment. Et si vous trouvez le registre de ce régiment, vous risquez d'avoir le nom du gars et venant de tel régiment. Donc à la rigueur, il n'y a que le 3e ou 4e registre qui peut nous donner un cas plus complet de l'homme. C'est pareil, nos Corses, ils vont se retrouver à Plancenoit, dans la Jeune Garde. Alors, ils vont se faire étrier à Ligny, donc 2 jours avant Waterloo. Et comme ils sont dans la Jeune Garde, c'est eux qu'on va mettre en avant pour arrêter l'avancée prussienne. Donc ça c'est un tableau qui figure au mémorial à Waterloo. Donc on se bat dans les maisons, à Plancenoit, le village est en flammes, voilà, à la tombée du jour. Les Prussiens sont vus pratiquement en début d'après-midi. On envoie la Jeune Garde pour les arrêter à 16 h. À 21 h, le combat cesse. Le village a été repris 3 ou 4 fois. Le village est en flammes. Et puis c'est en se réfugiant dans les carrés de la vieille garde que la Jeune Garde va pouvoir on va dire, compter ses abattis, parce qu'ils se sont fait étrier. Voilà l'église de Plancenoit, donc sur le champ de bataille de Waterloo. Voilà. Donc sur l'église, elle était en flammes, l'église elle était rebâtie depuis, enfin, ils m'ont refait. Il y a cette plaque qui illustre la Jeune Garde. Et puis le monument de Plancenoit, en plus, comme on y était au moment du bicentenaire de Waterloo, il y avait des associations allemandes qui avaient décoré, qui avaient orné le monument pour les Français. On avait trouvé ça assez sympathique. Donc là on arrête pour les unités de première ligne, on a vu donc les tirailleurs corses qui deviennent 11e léger, les régiments, enfin du moins les unités de soldats un peu forte tête qu'on incorpore dans les régiments qui forment le 1er et 2e régiment de la Méditerranée, qui deviennent après 35e léger,
et qui se font étrier. Maintenant, on va évoquer les troupes qui vont rester en Corse et qui vont suppléer la gendarmerie. Bon, comme dès la conquête de l'île en 1769, automatiquement, le royaume de France impose à la Corse ce qu'elle avait imposé un petit peu partout. Donc elle impose la gendarmerie royale de Corse. Donc au niveau de l'uniforme et au niveau de comment s'appelle, l'organisation, il n'y a rien qui change. Toujours les brigades avec 4 ou 5 gendarmes, la compagnie qui se trouve à Ajaccio et à Bastia, et puis les postes plus ou moins, enfin les brigades plus ou moins disséminées. Donc c'est pareil, la gendarmerie, donc, elle va suivre l'évolution. Par contre, il est à noter, alors que sur le continent, la gendarmerie porte le bicorne, en Corse, elle va porter le shako. Ce qui est une révolution, parce que c'est, pour pénétrer dans le maquis, le chapeau n'est pas très confortable. Par contre, l'uniforme en drap, c'est le même. Donc cet uniforme, il va suivre, pareil, toujours la lente évolution des règlements en vigueur pour la gendarmerie. Les gendarmes vont être les premiers aussi à adopter, alors sur le continent, ils ont la culotte blanche avec les bottes à des cuillères qui montent au-dessus du genou. Ils vont être les premiers à porter ce qu'on appelle le pantalon à fausse botte, qu'on retrouve plutôt dans la cavalerie sous Napoléon III. Mais les gendarmes sont les premiers à le lancer, donc c'est un pantalon qui s'arrête à hauteur du genou. Et puis la partie qui couvre la jambe, c'est du cuir, donc il affecte la forme d'une botte de cavalerie. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le pantalon à fausse botte, et qui protège le vêtement des griffures de la végétation. Voilà, donc ça c'est les dessins de Bellini. Ces dessins, ils sont conservés pieusement, on n'y a pas accès, et puis c'est quelqu'un qui m'en a fait les photocopies. Donc vraiment, on m'a dit de ne pas trop les présenter, parce que par rapport... voilà, mais je vous les montre quand même. Ça, c'est le fameux régiment de Buttafogo. Donc ce fameux régiment qui avait été dissous en 1791 à la Révolution, qui suppléait la gendarmerie, donc qui courait après les déserteurs et après les voleurs, puisque la Corse était réputée surtout pour ses crimes de sang. Donc automatiquement, il fallait des unités qui connaissent le terrain. On avait trouvé le système, c'est-à-dire que comme à l'époque la Corse était divisée en 2 départements, le Golo pour la Haute-Corse, l'actuelle Haute-Corse, et le Gamone pour la Corse du Sud. Et comme on craignait les accointances avec les gens, donc ceux du Nord allaient travailler au Sud et ceux du Sud allaient travailler au Nord. Comme ça, on était sûr qu'ils connaissaient personne et qu'ils n'allaient pas favoriser, éviter de faire la capture. Donc ça, c'est le régiment de Buttafogo. Alors c'est pareil, un Buttafogo, ce petit casque à crinière là, qui est apparu à l'époque où on faisait nos fameuses légions, avec les unités mixtes, cavaliers et fantassins. Donc l'uniforme bleu avec les marques distinctives noires qui vont être la couleur du régiment de Buttafogo. Alors Buttafogo, il est officier au Royal Corse, Buttafogo, et puis au moment de la conquête, il va lever une unité de partisans corses pour se battre aux côtés des Français. Et donc en remerciement pour sa participation à la conquête de la Corse en 1768 et au combat de Ponteau-Novo en 1769, le roi de France va lui offrir ce régiment, Buttafogo. Donc pareil, composé de Corse aux Français. Dans le même temps, on lève le régiment provincial corse. Donc il est représenté à différentes époques, mais toujours cet uniforme brun. Ce même uniforme en drap brun qu'on retrouve aux chasseurs corse en 1803. Et qui est un petit peu la marque de fabrique des unités corses sédentaires. Donc toujours le provincial corse avec les différentes unités. Et là, nos chasseurs du provincial corse sont représentés à côté d'un fusilier du Royal Corse. Alors je ne comprends pas parce que vraiment le Royal Corse, il n'a pas servi en Corse. Mais bon. Toujours provincial corse à l'époque de la Révolution. Donc le fameux chasseur, la fameuse giberne à la Corse, qui est par devant. Et le fameux chapeau qu'on porte à la Corse. Alors c'est pas une mode corse, c'est la mode qui s'appelle comme ça, chapeau à la Corse, puisque les artilleurs autrichiens avaient aussi un chapeau avec le bord relevé, tenue qu'ils ont abonné après 1807. Mais on n'est pas la seule, du moins les seuls militaires à porter le chapeau comme ça, avec un bord relevé. Alors, je ne sais pas si c'était vraiment pratique pour le tir de voir.
On a le provincial corse avec son drapeau. Donc on est en 1814, l'empereur est sur l'île d'Elbe. Le roi va essayer d'instaurer son autorité. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'en Corse, il y a un gros foyer bonapartiste. Et à partir de 1814-1815, il y a une guerre civile qui va éclater en Corse et qui va durer jusqu'en 1817. Donc bonapartistes et royalistes vont s'affronter. Et ce qui devait arriver arriva en 1815, quand l'empereur arrive, les deux bataillons de chasseurs corses ils sont doublés. Donc ils sont différenciés avec des couleurs différentes. Donc il y a 4 bataillons de chasseurs corses. Qui vont être dissous en 1815, donc après Waterloo. Louis XVIII, il raye tous les bataillons. On va reprendre les mêmes. On va leur habiller à peu près pareil, on va juste changer de dénomination. Donc ils deviennent Légion départementale de Corse, puisqu'à l'époque 1815, tous les régiments sont dissous. Pour éviter toute filiation, on enlève les numéros. Les régiments sont levés dans leur département d'origine et ils portent le numéro du département. Donc c'est pour ça qu'ils s'appellent Légion départementale. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'on n'arrive pas à avoir des unités vraiment... avec les mêmes effectifs, parce que tous les départements n'ont pas la même population. Donc il y a des départements où on va pouvoir relever le régiment, parce qu'effectivement il y a la jeunesse pour faire le nombre. Des régiments, des départements déshérités vont avoir du mal à regrouper 300 ou 400 bonhommes. Donc on en reviendra plus tard au but de système de numérotation. Enfin, toujours est-il que pour la Légion départementale de Corse, pareil, on va retrouver toujours cet uniforme en drap marron qui les caractérise. En 1822, nos chasseurs corses ils sont dissous et on va les habiller, on va les appeler les voltigeurs corses. Donc ceux que Prosper Mérimée il célèbre dans Matteo Falcone et dans Colomba. Donc ils ont un uniforme très proche de la gendarmerie, mais ce n'est pas des gendarmes puisqu'ils n'ont pas la bande noire sur le pantalon. Alors il avait demandé à corps et à cri d'être incorporé à la gendarmerie parce qu'ils assumaient les mêmes missions qu'eux, les mêmes dangers qu'eux. Mais ils obtiendront satisfaction beaucoup plus tard, puisque quand les voltigeurs corses vont être aussi trouvés en 1851, ils seront incorporés dans la gendarmerie impériale. Voilà. Je pense que j'ai abordé avec vous les principales unités insulaires corses. Maintenant, je vais vous présenter quelques figures. Voilà. Donc la Corse, pendant la Révolution et l'Empire, il y a eu 51 généraux, qui représente pas mal, puisque pour les héros, il y en a 47 généraux sous l'Empire. Donc pour les Corses, c'est honorable, sachant qu'à part les Anglais, ils n'ont pas connu d'autres envahisseurs. Donc 32 généraux de brigade, 19 généraux de division, pas de maréchal. Il y aura 2 maréchaux, ça sera beaucoup plus tard sous Napoléon III. Ça sera Sébastiani et ça sera Jérôme Bonaparte qui est encore vivant. Donc il y en a 5 qui sont au service italien et 11 au service napolitain. C'est pour ça qu'ils ne sont pas connus, et pour certains ils ne figurent pas sur l'Arc de Triomphe, parce que personne n'a jamais entendu parler d'eux. Jacques Abatucci, il a encore des descendants. Donc il a été fait maréchal de camp après la Révolution, général de division. C'est un partisan de Paoli, et en 1769, en 1769, bataille de Porteno, quand Paoli s'en va, il fera comme les Bonaparte, il fera allégeance à la France et il récupérera un grade dans l'armée. Alors c'est vrai que pour il y a deux conflits, mais si on étudie un peu les gens à cette époque-là, on peut comprendre pourquoi ils n'ont pas choisi l'exil. Pour Paoli, c'était facile de s'exiler. Il était célibataire, il n'avait pas d'enfant, il n'avait personne à charge. Quand Charles Bonaparte se rend à Marbeuf en 1769, Laetitia elle est à 15 jours d'accoucher. Il y a déjà un enfant, ils en ont perdu 2 déjà,
Ils ont déjà un enfant. Donc c'est vrai que c'est facile pour quelqu'un de célibataire de dire après tout, bah, les Français nous ont vaincus, je vais continuer la lutte et je vais partir à l'étranger et je vais continuer la lutte contre la France. C'est facile quand on est célibataire. Et quand on est marié, comme la plupart des gens de cette époque-là, puisque ce sont des gens qui ont une quarantaine, qui sont installés, qui sont établis, Abatucci, il est marié, il a des enfants, et les autres aussi, donc ils n'ont pas envie de courir l'aventure, puisqu'on leur propose l'amnistie s'ils se rendent, et donc ils seront réintégrés, ils vont retrouver des places. La preuve, c'est que Abatucci, qui était général dans l'armée de Paoli, va récupérer son poste et le grade de général de division de l'armée française. Son fils, Charles Abatucci, il est tué à Udingue en 1796, donc c'est un des premiers tués de la bataille de la Révolution. Général de brigade. Excusez-moi, mais Tommaso, j'avais pas son portrait, donc j'ai pris une photo d'un mannequin du musée des Invalides. Lui est général de service de Naples. Alors il est passé au service français en 1806. Mais ils vont avoir du mal comment ça s'appelle, après le retour de l'empereur, de dire bah, est-ce que être réintégré. Donc il faudra attendre certains Louis-Philippe pour pouvoir récupérer un poste dans l'armée. Pour ceux qui sont encore un petit peu jeunes, parce que pour ceux qui sont un petit peu vieux, on va leur filer une retraite de colonel honoraire. Et puis 1766, il est un peu plus vieux que l'empereur de 3 ans. Alors Guy Casanova, c'est le cousin de Napoléon, c'est le cousin de l'empereur, c'est lui qui sera blessé pendant la campagne de Russie et qui fera le voyage de retour dans la berline de Napoléon. Général de cavalerie. Avogari de Gentil, c'est pareil, mais lui sera au service de Naples. Il ira quand même général de division, enfin lieutenant général comme on disait à l'époque, puisque Naples avait conservé les appellations des généraux d'Ancien Régime, donc maréchaux de camp et lieutenant général. Ça c'est le beau-frère. C'est le mari de qui? Elisa Bacciocchi, ça vous dit rien? Elisa Bonaparte? C'est le beau-frère. Alors ça, c'est un portrait de famille que sa descendante m'a donné. C'est le général Balatier de Bragelonne. Balatier de Bragelonne, c'est, vous connaissez l'anecdote, vous ne connaissez pas son nom, mais vous connaissez l'anecdote. C'est le fameux gamin que Napoléon a rousté quand il était à Brienne. Vous ne connaissez pas cette anecdote? Quand Napoléon était à Brienne, on lui montre un garçon, on lui dit à toi, ce garçon, son père, il est en Corse et il maltraite les Corses. Et Bonaparte est allé choper, il lui a mis son poing dans la figure. Et bon, ça ne l'a pas empêché de devenir combat, puisque Balatier va avoir un parcours assez atypique, puisqu'il va émigrer, il va combattre dans les rangs émigrés. Et en 1801, il est amnistié et intégré dans l'armée française. Donc Bonaparte n'était pas du tout, enfin Napoléon n'était pas du tout. Enfin, voilà, si un jour vous entendez parler de l'anecdote de la bagarre à Brienne, c'est avec lui. Bertolozzi, pareil, pas connu. Ben, pareil, général au service italien. Bon, excusez-moi, c'est pareil, hein, j'ai repris un mannequin d'Empéry, des Invalides, j'ai pas trouvé son portrait. Ça c'est Bonaparte, hein, Jérôme, roi de Westphalie. Il est contre-amiral, général de division et maréchal de France. Là, Jérôme, il se comporte très bien à Waterloo. Hein. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir mouillé la chemise, hein, comme il dit vulgairement. Il a mouillé le maillot à Waterloo, hein, même si son attaque n'a pas été... Joseph, ah oui, général de division. Hein. Ça sert d'avoir un frère empereur, hein, des fois. Ça, c'est Louis. Bah, Louis, il avait suivi Bonaparte comme aide de camp. Donc, effectivement, il avait un petit parcours militaire.
Bon, enfin, il est quand même passé vite, hein, 1803, 1804. Bon, celui-là, vous le connaissez, celui-là, hein, je ne vous présente plus. Hein. Général de brigade en 22 décembre 1793, donc le surlendemain de la prise de Toulon, confirmé en février suivant. Général de division provisoire en octobre 1795, donc après avoir balayé les marches de Saint-Roch. Général chef d'armée d'Italie et général chef de l'armée d'Égypte. Ah, ceux-là sont un peu moins connus. Général Bonavita. Il est resté en Corse. Celui-là est intéressant, Butafauco, même si on peut dire que sous l'Empire, il ne sert pas trop. C'est le fameux, la fameuse, c'est lui que Bonaparte interpelle dans sa fameuse lettre à Matteo Butafauco. Comme ça, vous pouvez mettre un nom sur un visage. Matteo Butafauco, c'est lui. Matteo Butafauco, c'est lui aussi qui avait demandé à Jean-Jacques Rousseau de rédiger une constitution pour la Corse. Donc c'est pas Paoli qui a demandé la constitution pour la Corse, c'est Butafauco qui l'a demandé à Jean-Jacques Rousseau. Ah, Campi Toussaint, la citadelle d'Ajaccio porte son nom. Il est laissé pour mort sur le champ de bataille de Waterloo. Campi, la cavalerie lui passe dessus. Enfin bon, voilà, bon, enfin, il est quand même mort en 1832, hein. C'est 77. Ça, le portrait, ça c'est un cadeau du musée de Bastia. C'est le général Carafa. Donc pareil, toujours au service de Naples. Donc Carafa, il a commandé la Légion Corse, il était lieutenant-colonel d'un des bataillons de Corse qui sont partis à Naples. Il a fait son chemin, il s'est retrouvé major du régiment, puis en plus après il a été bombardé, il a été promu, on va dire, maréchal de camp. Ça c'est le général Casabianca, maréchal de camp, général de division. Lui, il a servi dans la Grande Armée. Ça, c'est Casabianca Raphaël. Son fils a été colonel du 11e léger, donc commandait les Corses, et c'est son fils qui est tué en Russie. Ça, c'est Casalt, Antoine France Philippe, dit Darius. C'est vrai qu'on a l'impression de les découvrir, ces gars-là, mais... Là, c'est pareil, excusez-moi, Cattaneo Bernard Louis. Cattaneo Bernard Louis, c'est pareil, fait partie de ces généraux qui sont partis à Naples, et c'est lui qui est le premier commandant des tirailleurs du Pau. Les tirailleurs du Pau sont commandés par un Corse, et après il est appelé en Italie, et c'est le colonel Hulot qui va commander les tirailleurs du Pau, ceux qui vont marcher de concert avec les tirailleurs corses. Bon, ça c'est Chervonne, Jean-Baptiste, hein. C'est lui qui est tué avec Bulbe d'un boulet. Hein. Un boulet le renverse. Le colonel Césari Rocca, excusez-moi, j'ai pas trouvé de portrait non plus. Maréchal Lecomte 1792. Alors lui, il a un destin un petit peu particulier parce que je vais dire une bêtise. Constantini, général de brigade, pareil, hein, excusez-moi. Costa da Castellana. Alors lui, je ne sais pas quand est-ce qu'il est décédé, mais il passe au service espagnol et il va commander une unité de Corse au service d'Espagne et il va se battre à la frontière espagnole, il va se battre au Boulou. Je ne me rappelle plus le nom du colonel général espagnol sous lequel il se battait, mais il figure sur les registres des généraux, donc j'ai vérifié. Hein. Il y a eu Ricardo et puis la Union. Bah, ça va être un des deux. Et il commande une unité 400 Corses qui se battent à la frontière espagnole en 1793. Pinot d'Ordano, là c'est lui que je voulais vous parler. Alors Pinot d'Ordano, il est radié par Louis XVIII. C'est lui qui commande, comment ça s'appelle, quand Napoléon débarque à Golfe-Juan.
C'est lui qui commande le petit poste où les militaires français viennent dire que l'empereur a débarqué, s'ils veulent les garder, s'ils veulent venir, s'ils veulent les accompagner. Alors lui, il sait pas trop quoi faire. Il sait pas trop quoi faire, alors il les prend, il les retient, et puis qu'est-ce que je fais? Je les arrête, je les arrête pas. Si je les arrête, mais que l'autre il réussit son coup, tout machin et tout, donc il a pu un peu trop entre deux chaises. Il va les garder 48 heures, après il va les relâcher, c'est-à-dire que l'autre il va être obligé de courir au combat de course pour récupérer le gros de l'armée. Et quand Napoléon arrive aux Tuileries, il le fait convoquer et il lui dit est-ce que vous voulez me servir? Il dit bah oui, bien sûr, pas de problème. C'est pour ça que c'est un de ceux qui se sont retrouvés comme ça, pris dans le feu de l'action, quoi, du moins que Napoléon, ça l'a pas aidé beaucoup, mais et après il va partir, il va démissionner. C'est pour ça qu'il mort à Rome. Il va s'occuper de la mission française catholique à Rome avec l'entretien de l'église de Latran, qui est l'église des Français à Rome. Ferdinand Di Toussaint, alors lui c'est un général, c'est un Corse, natif de Corse, mais qui a fait l'école du génie à, à Naples. Et quand les Français vont faire la conquête de Naples, il va changer de camp, quoi. Il va passer dans le camp napolitain, et c'est lui qui va aider le génie français à prendre la place de Gaète. Voilà, c'est grâce à Ferdinand Di. Fiorella. Pareil, hein, pas connu, Fiorella, mais Fiorella, toujours un Corse au service italien, et qui passera en 1817, donc pareil, hein, quand ils auront fait preuve de... Il passera donc général de division en 1817 au service français. Pareil, un cadeau du musée de Bastia. Franceschetti, alors il va être connu Franceschetti parce que quand Murat arrive à Paris pour proposer ses services à l'empereur en 1815, l'empereur lui dit retourne où tu viens, je ne veux pas te voir. Et donc après Waterloo, il se réfugie en Corse. Il se réfugie en Corse chez qui? Chez Franceschetti, qui était son aide de camp. Et c'est à Vescovato donc, qu'il va monter son expédition pour reprendre son trône. Malheureusement, il s'arrêtera au Pizzo, Murat sera arrêté et fusillé, et Franceschetti sera blessé, il sera fait prisonnier, il sera libéré. Il ne subira pas le sort de Murat. Mais enfin, c'était intéressant je vais même me revoir. Franceschi Jean-Baptiste, toujours pareil, hein, généraux corse au service de Naples. Alors effectivement, est-ce que le fait de parler corse, il y avait des rapprochements avec les Italiens pour se faire comprendre? C'est certainement ça aussi qui a fait que beaucoup de Corses ont été envoyés au service italien. Ah oui, il meurt à Danzig aussi, 1813. Gaffouri, François-Antoine. Pareil, maréchal de camp. Alors il est dans le camp pauliste, à la veille de Ponteno, il est dans le camp pauliste. Et puis avec ses soldats, il déserte au cours de la nuit, il passe dans le camp français. Et c'est un petit peu à cause de lui que les Corses ont perdu la bataille de Ponteno, puisque Paoli le pensait qu'il allait tenir son aile. Et finalement, son aile, il n'y avait personne. Donc c'est pour ça que les Corses ont été submergés. Alors le pont de Ponteno était tenu par le général Gentilly avec des soldats, on les appelait, les Corses les ont appelés Prussiens parce que pour eux, tous ceux qui parlaient pas corse ou italien, c'était automatiquement des Prussiens, donc ils étaient habillés Prussiens. Alors est-ce que c'était des déserteurs de Gênes? Sans doute. Toujours est-il qu'ils avaient reçu comme consigne de ne laisser passer personne traverser le pont. Et quand ceux qui étaient sur les droites et pensaient qu'effectivement ils seraient tous soutenus par Gaffouri ont été submergés par le nombre, c'est sur le pont qu'ils sont allés pour passer la rivière. Et les soldats, comme c'était des Allemands, ils ont tiré sur ceux qui venaient sur eux, quoi. Que ce soit, ils n'ont pas regardé la couleur de l'uniforme, corse ou français, ils ont tiré puisqu'ils avaient reçu consigne de ne laisser passer personne sur le pont. Voilà, donc Gaffouri, c'est abandonner le service de Paoli pour passer au service de France. Le général Gentilly. Alors Gentilly, il va faire une très belle
c'est pareil, c'est un officier général au service de Pascal Paoli. Quand Paoli s'en va au moment de la conquête, pareil, hein, chargé de famille, femme, enfant, on reste, et puis on a l'amnistie des Français, et puis on obtient un grade dans l'armée, et puis on monte petit à petit. Donc Gentilly, c'est lui qui va commander comment ça s'appelle, l'expédition de Corfou. Et ils vont mourir, parce qu'il va mourir de la malaria. Oui, de la malaria, donc en 1798. Et je suis content parce que Morandini, donc mon ancêtre, a été son hôte de cour. Giovanni Luperni Leonard, pareil, encore un corps au service de Naples. Alors lui c'est pareil, Giovanni. Alors lui il commande, il commande le Royal Corps napolitain. Et donc c'est les fameuses recherches, la poursuite de Frade El Diavolo, enfin tous ces bandits. Jacques Lomoni, c'est pareil, excusez-moi, j'ai pas trouvé de portrait. Lieutenant général honoré en 1816, donc il n'a pas fait grand-chose. Tout son travail sur la Révolution. Enfin, ça, voilà. Apparemment, il s'est pas trop mouillé. Graziani Gratien, ses parents n'ont pas été manqués d'inspiration. Alors, j'ai pas pu vérifier effectivement. Il avait été nommé général. Alors, les Italiens le donnent comme général, mais les sources françaises ne le confirment pas. Et les archives italiennes, on a beau leur écrire, ils ne répondent pas. Donc, adjudant général, ça correspond à un colonel d'état-major. Lévy-Joseph, pareil, toujours, hein, général de brigade au service de Naples. Il sera tué à Malo Yaroslavets, donc le fameux corps de Pinault, quand ils sont accrochés par les Russes. Massesi, pareil, toujours un cadeau du musée de Bastia. Il est représenté à l'époque où il est officier au Royal Corps. Donc on voit bien l'uniforme bleu distingué de jaune. Moroni Ange-Pierre, pareil, général de brigade, service italien. La photo n'est pas terrible, c'est la seule que j'ai trouvée. Ordioni Alexandre. Maréchal de camp, c'est pareil, c'est un de ceux que Napoléon en 1815, quand il rentre de l'île d'Elbe, va nommer général. Et puis sa nomination ne sera pas reconnue par Louis XVIII, mais il fait partie c'est l'un de ces colonels qui commande des régiments que Napoléon va rencontrer sur son chemin et qui vont suivre la future nouvelle grande armée et qui va recevoir une promotion. Ah, celle-là, je l'ai reçue hier soir. Voilà. Orsatelli. Orsatelli, il meurt en Espagne. Hein. Tarragone. Donc lui, alors Orsatelli, il suit, il est en Corse il est à Naples avec non, il est en Italie, sous Eugène de Beauharnais. Et c'est lui qui commande le corps expéditionnaire italien qui va se battre en Espagne. D'Ornano, François-Marie d'Ornano, maréchal de camp. Ça c'est Philippe-Antoine d'Ornano, donc celui qui va commander les dragons de la garde impériale. C'est celui qui va épouser aussi Maria Valesca. Alors lui, oui, je l'ai dit parce qu'il est né à Savone en Italie, mais il est une génération de soldats corses, enfin d'officiers corses, au service d'Eugène. Je sais qu'il ne devrait pas y être, mais bon, un peu de chauvinisme, ça fait pas de mal.
Otavie, Jacques-Philippe Baron. Alors, il est décédé à Montpellier, alors je suis allé voir, j'ai pas trouvé sa tombe au grand cimetière. Alors il faudrait peut-être que j'aille faire un tour au cimetière protestant. J'ai pas trouvé sa tombe à Montpellier. Pascal Paoli. Ah oui, Pascal Paoli, quand il rentre de son exil à Londres en 1800. Il est nommé lieutenant général, puisque c'est lui qui va commander la consulte de Corse, donc il a le titre de général. Montecchio, pareil, encore un corps sur sa mise de Naples, encore un illustre inconnu. Rossidon Gracio. Alors, il y a deux frères, Rossi et le cousin Rossi. Les trois ont commandé les bataillons corse sous la Révolution en 1788. Donc je vois le président Antoine François, le cousin de celui d'avant, et le frère de celui-ci. Ça c'est Sébastiani, pareil, il est apparenté à la famille de mon épouse, puisque un des frères de race avait épousé une fille Pompéi. Donc mon épouse est un petit peu apparentée à la famille du maréchal Sébastiani. Et la maison de famille lui a consacré un salon avec un magnifique portrait de Simone de Patriconi. C'est pareil, fait partie de ces officiers Corse au service de France. Donc pareil, a servi au Royal Corse. Simone de Patriconi, alors ça, si quelqu'un connaît sa date de décès, je sais qu'il décède devant Vérone, mais comme le siège a duré longtemps, le siège de Vérone a duré 3 mois, donc de la fin novembre 1795 à janvier 1796. Voilà, et c'était le dernier.